Bienvenue à la conférence sur les droits de l'homme Copenhague 2021. C'est une World Pride qui se tiendra du 17 au 19 août 2021. C'est 3 jours de conférence de haut niveau sur des sujets sur les droits de l'homme. Notre thème aujourd'hui, c'est briser le binaire que nous allons dérouler sur cette table ronde en compagnie d'activistes et défenseurs des droits humains camerounais. Ici sur le plateau, j'ai 4 activistes avec moi. À ma gauche, j'ai Théo, j'ai Marie Benoît, j'ai à ma droite Leslie et Peggy qui nous vient tout droit de Douala. Alors, pour ce thème, je vais introduire comme ça là, pour lancer la compréhension du genre binaire. Je vais demander à chacun et chacune ici présente de se présenter et après nous dire ce qu'il ou elle comprend sur l'expression genre binaire. Et comme ça, je vais donner l'honneur à Peggy qui nous vient quand même de Douala et lui souhaiter la bienvenue sur ce plateau et lui demander déjà comment était le voyage. Merci Sanat, merci pour cet honneur qui m'est donné. Je suis particulièrement heureux ou heureuse selon les circonstances de me retrouver sur ce plateau avec d'illustres personnes comme vous. Et je suis Peggy Ngangue pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis directrice exécutive de l'association Ensemble pour la lutte des libertés et des entités sociales, en abrégé El Cameroun, basée à Douala, dans le littoral du Cameroun. Alors aujourd'hui, je suis là parce que j'ai été invitée pour ce panel sur le genre binaire organisé par la conférence Copenhague 2021. Donc, je remercie encore les organisateurs de m'avoir invité ce jour. Alors, qu'est-ce que le genre binaire? De façon simpliste, je dirais que l'un des stéréotypes entre le genre binaire est l'un des stéréotypes entre le masculin et le féminin qui nous a été imposé dès l'enfance et ceci faisant partie intégrante de notre nature. Donc j'en profite ici pour signaler que c'est la principale porte d'entrée du patriarcat qui, entre autres, nous réunit en tant que féministes dont je suis principalement, peut-être j'ai omis de le dire dès le départ. Donc pour moi le genre binaire c'est cette façon dont la société a mis ou alors a inculqué aux populations que entre deux êtres humains, il y a une certaine différence qui s'établit en fonction du sexe et de l'identité qu'ils accordent à ce sexe-là et non ce que l'être humain ressent. Ok, merci Peggy. Alors Marie Benoît MB, qu'est-ce que le genre binaire? Mais avant une petite présentation de vous. Moi c'est Ambassa Marie Benoît, je suis activiste communautaire, entre autres chargée de la communication pour l'association pour la valorisation de la femme, en abrégé AVAF. Et je suis très contente d'être là aujourd'hui pour parler d'un sujet qui revient de plus en plus dans les commentaires et sur les plateaux. Alors pour moi, parler du genre binaire revient à aborder 2 pôles. En premier, d'abord, le sexe biologique qui nous a été assigné à la naissance. Alors chaque individu naît avec un sexe et entre ces sexes, il y a les rôles sociaux, les rôles qui nous ont été assignés depuis notre naissance. Alors pour la femme, nous savons que le rôle de la femme est principalement basé pour la procréation et celui de l'homme, la fécondation de justement ces ovules-là. Alors avec l'évolution de la société, nous pouvons voir les rôles sociaux qui sont basés avec des stéréotypes sur le rôle qu'on attribue à chaque genre, féminin et masculin. Alors, qu'est-ce que la femme doit faire? Quelles sont les tâches qu'elle doit accomplir dans la société? Qu'est-ce que l'homme doit faire et quelles sont les tâches qu'il doit accomplir dans la société? Alors, tout cela, on voit en fait une limite au travers des différenciations. Parce que parler du genre en tant que féminin et masculin, c'est n'aborder qu'un pan de ce genre. C'est pour cela que notre thème principal, notre thème qui nous réunit ici est briser le binaire.
Donc je pense que briser cette façon-là de voir le genre en tant que féminin et masculin, mais de plus en plus aborder d'autres catégories de genre et d'autres caractéristiques, à savoir des enfants qui naissent avec cette prédisposition, cette terminaison nerveuse d'un homme en ce qui concerne les filles et d'une femme en ce qui concerne les hommes. Alors je pense que tout au long de cette table ronde, nous allons entrer plus en profondeur pour établir cette différenciation et pourquoi il est important de briser ce binaire, ce genre binaire. Je vous remercie. Alors Leslie, le genre binaire. D'accord. Merci déjà de m'avoir permis d'être présente sur ce plateau, d'être panéliste pour Copenhague 2021. Je suis très ravie d'être parmi toutes et tous mes collaborateurs et collaboratrices avec qui très souvent on travaille au quotidien. Voilà, je me présente, je suis Leslie Njona, activiste féministe du Cameroun et directrice exécutive de l'association Women in Front Cameroun. Voilà, donc ce que je peux dire sur le genre binaire, c'est une expression de l'identité sexuelle. Voilà, et comme l'ont dit, autant pour moi les autres panélistes, c'est une représentation que fait la société et une différenciation entre les hommes et les femmes, le sexe homme et femme, sans toutefois prendre en compte et en considération le genre non binaire, ce qui nous amène sur ce plateau aujourd'hui et que nous allons développer plus tard. Pour ma part, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Tonton Théo, bienvenue. Merci beaucoup. Je suis très content déjà d'être sur ce plateau aujourd'hui parce que le thème qui est là m'interpelle particulièrement et résume un peu ma lutte au quotidien. Donc déjà, je suis Théo, Ndokmo, activiste trans. Je suis coordonnateur du réseau indépendant des trans africains. Je suis responsable des programmes au niveau de la West African Trans Forum et je suis dans l'instance de coordination par intérim du réseau des Africains trans. Aussi, je travaille dans une organisation en tant que responsable de la planification. Je suis tellement content d'être là. Je remercie beaucoup la Pride Copenhague 2021 pour avoir eu cette très brillante idée de parler sur des questions qui touchent nos sociétés, mais auxquelles la plupart du temps, nous n'accordons pas assez d'attention. Donc le binaire, en fait, ou le non-binaire en termes de genre, c'est quoi? Il s'agit tout simplement de la dualité que l'on accepte comme étant un fait ou bien un axiome dans nos sociétés de l'existence unique de deux genres ou de deux sexes, soit l'homme, soit la femme, avec toute son acception en termes de considération, de responsabilité au sein de la société, en termes de ressenti et directement aussi lié au sens du sexe biologique. Je pense que tout au long de nos interactions aujourd'hui, nous allons pouvoir ébrécher ces concepts, voir tous les contours et surtout élaborer comment est-ce que nous pourrons venir à bout de cette acception très erronée des questions du genre. Merci beaucoup. Merci à vous quatre pour ces différentes interventions qui nous permettent de comprendre en gros que le genre binaire est l'expression de genre que l'on assigne à la personne de par sa naissance. Et maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet avec cette autre question. Alors, quels sont les problèmes concrets qui se posent dans notre environnement, dans notre quotidien en lien avec le genre binaire? Quand j'entends parler du genre binaire, je ne peux ne pas parler des personnes non binaires, qui sont ces personnes lésées par la société. Mais avant d'entrer dans ce sujet, nous allons dire quoi? Sur le plan juridique, par exemple, les personnes binaires sont, dans le cas du Cameroun, les personnes binaires sont totalement prises en compte, sont sur tous les plans, que ce soit la naissance, les mariages et j'en passe. Maintenant, si on va dans les exemples, au Cameroun par exemple, les actes de naissance sont attribués aux garçons et aux jeunes filles, et aux jeunes filles, si on peut dire ça. À partir du moment où tu vas naître avec, pour l'exemple, des intersexués,
des trans. Bon, on ne va pas dire que quelqu'un va naître trans, mais bon, pour les intersexes, les actes de naissance ne sont pas attribués à ces personnes non binaires. Parce que la loi camerounaise ne les reconnaît pas comme étant, voilà, comme on dit, on parle de plus de personnes binaires et tout. Bon, jusque-là, on peut prendre l'exemple de Claude. Je pense que peut-être certains d'entre nous avons entendu parler de Claude. Claude est un intersexe du Cameroun qui est né, mais a dû subir l'établissement d'un acte de naissance en tant que femme. Claude aujourd'hui s'est développé et s'identifie comme étant un homme. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Voilà. Lésé par la société, parce que ne respectant pas les normes sociétales. Merci, merci. Je vais poursuivre avec des quelles sont les réalités auxquelles font face les êtres humains face aux gens binaires. Alors, merci Sandrine. Tout à l'heure, MD a parlé de ces personnes qui peut-être sont même binaires entre guillemets, mais ne se sentent pas concernés par le législateur camerounais comme évoquait Leslie tout à l'heure. Je suis une femme cis, je prends ça entre guillemets, je suis une femme cis. Je suis dans une société où, en tant que femme, je suis appelée à être mariée. À 25 ans, ma mère, par exemple, à son âme disait, à 21 ans, une femme n'est plus sous mon toit. Soit tu es dans une sphère assez haute parce que tu fais de grandes études, soit tu es mariée. Ça, c'était sa conception à elle. Et maintenant, moi, qui suis femme cis, née, qui éprouve des sentiments pour une autre femme, est-ce qu'à 21 ans, c'est possible que je sois mariée? Non. Est-ce qu'à 25 ans, c'est possible que je sois mariée? Non. Alors, ce sont des normes que la société a impactées d'une façon ou d'une autre sur sa population. Au Cameroun, je vais vous prendre un exemple très simple. Donc, beaucoup de Camerounais ne s'attaquent pas dessus, mais c'est palpable parce que moi-même, je l'ai vécu. Dans les établissements scolaires, les jeunes filles sont censées mettre une robe, tandis que les garçons doivent mettre un pantalon. Moi qui n'ai jamais mis une robe de ma vie, ou alors, je ne sais pas, une jupe, ma maman m'inscrit dans un établissement comme le lycée des Koumé, par exemple, que j'ai fait dans les années 98. Je ne me sens pas à ma place et je fugue. Oui. J'ai dû fuguer pendant 4 ans. Pas parce que j'étais idiote ou idiot, si vous voulez, mais parce que je ne me sentais pas à ma place, je me voyais pas en train de mettre une robe pour aller à l'école. Donc il y a des restrictions sur le niveau social dont le législateur n'a pas prévu. En l'occurrence, il faudrait que porter les doléances auprès des personnes qui ont autorité, qui frustrent le jeune Camerounais qui ne peut donner le meilleur de lui parce qu'en fait, il y a déjà des dérives. Ici, nous parlons de la binarité ou alors encore du genre binaire, c'est-à-dire homme-femme. Moi, personnellement, dans mon entourage, que tu m'appelles lui, que tu m'appelles elle, ça ne me dérange pas. Pour reposer la même question, quelles sont les réalités? Je me sens un peu tout petit parce que je ne m'attendais pas à un tel niveau de mes collègues, de mes collaborateurs sur le plateau. Je ne me sentais pas à un tel niveau aussi haut d'intervention parce qu'ils ont quasiment parlé de tout, absolument, dans notre société, ce que le problème de la binarité provoque dans nos différentes sphères, dans notre société. Par contre, étant personnellement quelqu'un de très croyant, je pense que je vais m'appesantir un peu plus sur ce petit facteur qui, mine de rien, couvre une grande partie des personnes de notre société. Parce qu'au Cameroun, nous sommes, vous savez, un pays laïque, mais constitué en grande partie des personnes chrétiennes et des personnes musulmanes. Ce qui fait que la société écoute beaucoup ce que des discours religieux disent,
La société lit énormément la Bible et beaucoup de nos comportements en société dérivent de ce que nous pensons être bien selon la parole de Dieu. Cependant, et fort malheureusement, dans la Bible, on ne parle que des hommes et des femmes. On va dire Dieu a créé Adam et ensuite a sorti Ève de sa côte. Il n'y avait pas une alternative, il n'y avait rien d'autre à part l'homme et la femme. Ensuite, on va dire, voilà, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. On revient encore à l'homme et à la femme. On va trouver comme ça tellement d'exemples. L'adultère se passe comment, la fornication se passe comment, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans ces éléments, je crois fermement en Dieu, et je pense que l'acception de l'homme a beaucoup entaché la parole de Dieu. Donc l'interprétation de l'homme suivant son époque a eu un gros impact sur comment est-ce que l'homme a interprété la parole de Dieu et comment est-ce qu'il l'a transcrit dans ce document. Donc je pense que les discours religieux que nous avons aujourd'hui et surtout les règles que les églises prônent pour pouvoir accepter quelqu'un en leur sein sont exclusivement binaires et excluent une très grande partie de la société, de notre communauté. Parce que des personnes non binaires, par exemple, il y a certaines églises où on dit la femme s'habille en robe, du moins un habit entre guillemets féminin. Parce que aussi ce concept est discuté. Est-ce qu'à l'époque de la Bible, ce sont les femmes qui portaient des robes? C'est très discuté. Mais allons dans ce sens. On va dire, si une femme ne met pas le foulard et ne s'habille pas tel que une femme devrait s'habiller, elle ne va pas entrer à l'église. Cette personne ferait quoi de sa foi? Est-ce qu'on va dire qu'il y a un autre Dieu qui a créé d'autres êtres humains et qui devrait pouvoir les suivre d'un autre côté? Je ne pense pas. Est-ce que les personnes intersexes dont mes prédécesseurs ont parlé tout à l'heure ont une autre église ou un autre Dieu auquel ils devraient se tourner et qui pourrait les écouter et prendre en compte leurs doléances? Je ne pense pas. Cependant, les messages qui sont véhiculés à travers les églises poussent beaucoup de personnes à la dérive. Par exemple, une personne qui est née dans une famille très croyante, qui à un moment donné ne se retrouve pas ni dans le sillage, ni dans ce qu'on attend d'elle en tant qu'homme ou d'elle en tant que femme, ni dans les rôles sociaux qu'on lui a assignés, ça veut dire tu dois faire la cuisine ou bien c'est toi qui dois tourner le ciment pour combler la rigole. La personne ne se retrouve pas entre ces deux ponts. Qu'est-ce que cette personne fait? Et pourtant cette personne a été élevée, éduquée dans la crainte de Dieu, dans la volonté de suivre tous les préceptes et les concepts d'un Dieu vivant afin d'avoir le salut. Comment est-ce que cette personne va pouvoir vivre, apporter sa contribution à cette société si elle estime que Dieu qui l'a créée ne la connaît pas et n'est pas responsable d'elle? Je parle ainsi parce que, étant donné qu'au quotidien, je suis avec des personnes non-binaires et particulièrement des personnes trans, j'ai eu à traiter, par exemple la semaine passée, j'ai eu une discussion pendant environ 3 jours avec une personne trans qui était en train de vouloir se suicider. Cette personne a vécu pendant très longtemps dans un cercle familial qui ignorait complètement tout de sa non-binarité. Ça veut dire que c'était une personne née femme, identifiée comme telle dans tous ses documents et tout, mais ne s'identifiait aucunement comme telle. Cette personne a développé une vie parallèle à l'insu de sa famille. Donc à l'extérieur, chez les autres, on voyait cette personne comme un homme, pourtant sa famille la considérait comme une femme. Un jour, on est venu la chercher et aller à l'église, là-bas, aller dans son église là-bas en tant qu'homme. Un jour, une sœur en Christ arrive chez eux et on voudrait voir le frère tel. On dit non, on n'a pas de frère tel ici. Ici, nous n'avons que tel, et puis voilà, les derniers là sont les... On dit non. Et cette personne a été déshabillée devant sa famille, traînée au sol. Et à nos jours, la personne vit en brousse. J'ai du mal à la faire constamment venir en ville parce que constamment, cette personne a peur. Est-ce que quelqu'un pourrait la reconnaître, cette personne? Est-ce qu'un membre de sa famille pourrait? Est-ce que son pasteur? Et en inadéquation avec sa foi, la personne a perdu ses repères dans la société. Parce que, croyant en un Dieu depuis le départ, tout-puissant, omniprésent, qui devait l'aider, l'accompagner dans sa vie et tout, je crois que cette personne est arrivée en master. Mais je vous dis, cette personne vit en brousse, cultive des champs, chaque fois qu'elle peut, essaie de vivre comme ça, recluse de la société, et n'arrive plus à trouver ses repères, ne trouve plus sa place, se trouve sale devant Dieu. Au-delà de se cacher à elle-même, cette personne se bat pour se cacher à Dieu, pour se dérober au visage de Dieu.
Et ça, ce sont les discours que nos religieux partagent chaque jour, peut-être sans le savoir, mais brisent des familles. Parce qu'aujourd'hui, la maman en question, qui a vu venir des frères en Christ, ça veut dire la figure de Dieu chez elle, n'a plus la même confiance ou la même compréhension qu'elle avait de Dieu. Et du coup, elle estime que sa famille a été brisée par rapport à son enfant. Donc nous avons une vie brisée, nous avons une famille brisée, nous avons des rêves brisés, alors qu'il aurait fallu, dès le départ, comprendre que l'unique créateur que nous avons a créé toute une multitude de personnes, toute une multitude de genres. Parce que, disons-le, il n'y a rien qui sort du néant. Rien ne se crée, tout se transforme. Et si Dieu, dès le départ, avait créé une personne, deux personnes, ce n'est que la suite de ces espèces-là que nous représentons aujourd'hui. Les interprétations que les hommes ont faites par la suite de voilà la femme, et puis il y a l'homme, et puis c'est tout. Bon, ensuite le démon est sorti d'où? Personne ne nous dit, mais pourtant il est quand même là. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui donc comprendre et accepter que oui, il y a l'homme, il y a la femme, mais il y a une multitude au milieu. Il y a des personnes qui ne s'identifieraient jamais, sans que ce soit pas de leur volonté évidemment, ni en tant qu'homme, ni en tant que femme, qui n'assumeront jamais le rôle social de ces deux catégories d'individus. Nous avons des personnes binaires qui peuvent se lever aujourd'hui pour se ressentir femme et se lever demain se ressentir homme. Qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes? Il y a des personnes qui sont nées, comme notre ami Claude, avec, oui, apparemment c'était une femme. En grandissant, a développé les caractères sexuels secondaires d'un homme, a développé un pénis bien apparent. Et ces enfants sont effectivement les siens, qu'il a eu de manière biologique avec une femme. Mais étant donné que cette personne a eu des seins, a développé des seins, on ne peut pas, il est allé avec sa carte nationale d'identité pour reconnaître ses enfants. On lui a dit que toi, tu ne peux pas être le père de ses enfants. Et s'il aurait fallu qu'il se déshabille là, devant le parterre juridique pour dire que non, voilà, voilà, et puis qu'il mette en marche son organisme pour leur montrer comment il a fait l'enfant. Il faudrait qu'on puisse accepter aujourd'hui, et surtout dans nos églises, c'est quelque chose que je décris énormément, et une situation que je déplore. J'ai eu à faire pendant 2 ans des cours de théologie, et à partir de ça, fort de cette expérience, je peux dire que beaucoup de choses que les personnes, les leaders religieux nous disent émanent en grande partie de leur propre ressenti, de leur propre acceptation de la vie, de la société, de leur propre, je vais dire comment, leur propre vécu, de qu'est-ce qu'eux ils acceptent comme étant bien et qu'est-ce qu'eux ils acceptent comme étant mal, ce qu'ils acceptent comme étant la norme ou pas. Parce que sinon la Bible en elle-même est le plus large possible. Et il y a des textes parallèles, des personnes qui ont vécu. Bon, je vais parler des saints parce que, étant catholique, mais je comprends que d'autres obédiences ne connaissent pas ou n'acceptent pas ce que c'est. Mais c'est pour dire qu'il y a d'autres supports qui ont été écrits par des personnes qui ont longtemps prié et qui ont été plus ou moins en contact avec Dieu, qui ont accepté emmener au fur et à mesure dans le peuple de Dieu des personnes qui, dès le départ, n'étaient pas prises en compte parce qu'ils n'étaient pas visibles, n'étaient pas vus. Mais avec le temps, avec l'évolution, avec l'ouverture, on s'est rendu compte que oui, il y a ces personnes-ci qui sont aussi des enfants de Dieu et on les a ramenés. À une époque, en Afrique, on ne jouait pas les musiques religieuses avec des balafons. Et ça, c'était des prêtres, en fait, des responsables religieux qui avaient dit que Dieu ne voulait pas, Dieu n'écouterait pas si on jouait des textes religieux avec des balafons. Mais avec le temps, on a compris qu'en réalité, non. Ce n'est pas forcément quand c'est une symphonie, jouer avec un piano haut de gamme en latin, que Dieu va écouter. Parce que s'il est omniprésent, omnipotent, il écoute toutes les langues, puisqu'il les a créées. On a accepté ça. Aujourd'hui, il est donc temps que l'Église et les religieux et tous les corps spirituels qui encadrent notre société soient conscients du mal qui est fait lorsque on encadre des êtres humains dans des cases qui ne les contiennent pas, ou bien qui ne les contiennent plus. Il est très important qu'on puisse comprendre que aujourd'hui, tout est lié. Nous sommes tous ancrés les uns aux autres. Que ce soit dans le domaine de l'emploi, que ce soit dans le domaine de la société, le suivi médical, le côté juridique, notre rôle dans la société, tout est lié et tout prend une base quelque part. Dès que la base est faussée, nous ne nous attendons pas à ce que nous puissions avoir des fruits bien plus loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos différentes interventions qui montrent vraiment qu'il y a un problème quelque part. Vous avez soulevé là différents domaines, à savoir le domaine social où les familles continuent à mettre des barrières, le domaine médical où l'accès à la santé
reste un gros problème pour les personnes du genre non-binaire. Vous avez posé également le problème de l'accès à l'emploi avec ces inégalités, ces inéquités de position, de postes de responsabilité et même de l'accès même à certains emplois pour le genre binaire, lambda, le genre binaire traditionnel de la société. Vous avez également parlé du côté juridique avec cette histoire de Claude. Donc, si on avait laissé le temps à l'âge adulte de pouvoir choisir son orientation, ça aurait facilité les choses et il vivrait aujourd'hui pleinement sa vie de famille avec ses enfants. Mais chose qu'on ne lui a pas permis parce que les parents ont vite fait de choisir dès sa naissance quel sexe lui attribuer. Et ce qui est bien dommage. Et on vient de chuter là avec un autre domaine très sensible qui est le domaine religieux, où on se rend de plus en plus compte que les personnes LGBTI en général vont de moins en moins dans des espaces religieux, peu importe la religion, parce que on sait là-bas tous ces discours qui sont donnés et on sait ô combien ces leaders religieux sont écoutés dans la société. Et ce qui montre qu'il existe réellement des barrières, d'où je vais vous poser la question de notre thème principal, comment les briser, comment briser dans ce binaire par rapport à ces différents aspects de la société que vous avez touchés. Je vais commencer par toi, Leslie. D'accord. Quelles sont les solutions qu'on propose? Lisa, on apprend tout le temps. On sait déjà ce que c'est que le genre binaire. Et mes collaborateurs et collaboratrices en ont développé encore plus. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que selon l'expérience et ce qu'on voit tous les jours, c'est dans la plupart des familles, dans la plupart, que ce soit africaines, que ce soit européennes, dans la plupart des familles, on retrouve des personnes non binaires. Pour parler de la solution ou, si je peux dire, des recommandations que nous pouvons faire, c'est en premier et selon le plan juridique que nous avons touché tout à l'heure, c'est se rapprocher des familles. Tout d'abord des familles, parce qu'on sait que la femme déjà étant le noyau, le berceau, la femme c'est le berceau d'une famille, mais la famille aussi c'est l'un des éléments clés de notre éducation et de la vie courante. Nous pouvons nous rapprocher des familles, faire un plaidoyer envers les familles pour mieux parler de la non-binarité, si je peux me permettre, et leur faire comprendre que non, les personnes que nous avons dans nos familles ne sont pas des monstres, ne sont pas des personnes à jeter, à repousser, à stigmatiser, à discriminer. Non. Donc ce plaidoyer doit commencer par des familles. Vous voyez? Maintenant, par ces familles qui demain pourront encadrer ces personnes non binaires, à savoir les intersexes, des trans. Les LGBT en général. Non, et non des LGBT, parce que voilà, on vit des situations bien précises, surtout au Cameroun, on voit très bien ce qui se passe avec nos familles et tout. Bon, on touche le plaidoyer de la famille, mais mieux encore, je parlais des lois tout à l'heure, mieux encore, plaidoyer envers les membres étatiques, les gouvernements, les ministères et tout. Pourquoi? Parce que pour que les choses changent, là, pour des familles, on parle ça c'est un cadre socio-légal, parce qu'on parle de société. Mais maintenant, sur le plan légal, on touche gouvernement, comme je viens de citer, mais pourquoi? Pour, comment je vais dire ça? Pour le changement des lois, pour l'amélioration des lois, pour que la loi ne soit pas en fonction d'une personne précise, c'est-à-dire un homme, une femme, mais pour tout le monde, des personnes binaires, des personnes non binaires, parce que des trans et des personnes intersexes sont des êtres humains comme toi, comme moi, comme vous qui nous regardez ou quoi. Voilà.
Donc, le plaidoyer pour moi est l'une des solutions à prendre en compte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour briser le binaire? Je pense que dans le cadre religieux, le travail a encore beaucoup à faire, surtout au Cameroun. Surtout au Cameroun. Je pense que, étant donné que les acquis sont assez ancrés dans la mentalité de nos religieux, ce serait important de commencer tout doucement avec des sensibilisations, avec des personnes elles-mêmes non binaires, chrétiennes, qui pourraient témoigner, qui pourraient aller vers leurs responsables spirituels, pouvoir échanger avec elles et leur faire comprendre en réalité qu'elles sont des enfants de Dieu. Je pense que ce travail pourrait être fait si et seulement si aussi ces personnes ont assez d'estime d'elles-mêmes. Donc je pense que c'est à partir de là, booster l'estime de soi des personnes non binaires, aller vers des personnes, des leaders religieux, les sensibiliser en fait, les sensibiliser, faire qu'ils changent de langage, qu'ils comprennent, qu'ils acceptent, qu'ils prennent en compte des personnes non binaires dans leurs différents oratoires, lors de leurs prédications, de leurs échanges avec les membres de la société. Je pense que ce serait une première étape. Ce serait une première étape. Ok, merci. Alors Peggy, des solutions? Oui, merci Sanat. Je pense qu'à l'issue de ce que nous avons débattu, je vais recadrer ça en trois étapes fondamentales. Fondamentales parce que la société est le reflet de l'éducation que nous avons entre nos familles, nos établissements scolaires et nos comportements innés ou alors acquis, comme on a l'habitude de le dire. Donc, je vais dire ceci. Pour que nous ayons une société plus dynamique, une société plus rentable, parce que croyez-le, si je suis payé pour mettre de l'eau dans ce verre, contre mon gré, je ne mettrai jamais comme il le faut. Mais si je mets de l'eau dans ce verre, parce que j'aime ce que je fais, je le ferai à merveille. Et celui qui buvra de cette eau sera heureux. Alors, je veux dire quoi? Il y a un premier plan qui est très important. L'éducation dans nos familles. Apprenons à nos enfants qui naissent qu'ils sont des êtres humains et non que tu es un garçon ou que tu es une fille. Que nos jeunes mamans d'aujourd'hui arrêtent de faire l'échographie pour voir si le sexe de l'enfant, si c'est un garçon ou si c'est une fille, et faire la layette ou alors la chambre de bébé bleu ou rose. Ça, c'est dépassé, c'est révolu aujourd'hui. Montrons de l'amour à l'enfant. L'amour n'a pas de sexe. Curieusement, l'amour n'a pas de sexe parce que Jésus, dans le contexte religieux, sauf si je me trompe, tonton Théo, il faut m'arrêter. Je ne pense pas que Jésus avait dit, ou alors Muhammad, ou encore, je ne sais pas, quel bouddhiste ou qui encore avait dit que Dieu est... Nul ne peut dire si Dieu est homme ou femme. Hein. Et pire même, Corneille a dit que le bon Dieu doit être une femme à cause de l'amour que Dieu accorde au monde. Parce qu'il faut être un Dieu ou alors il faut être une femme pour être aussi amour devant la fatalité. En tant qu'Africain, je pense qu'on se comprend. Il faut être une femme pour comprendre que ton fils y a tué et tu continues à l'aimer. Il faut être une femme pour comprendre que ton fils est un bandit et tu continues à l'aimer. Parce que nos papas, généralement, régnent les enfants sorciers et tout. Alors, que nous, en tant que, déjà, femmes à la base, arrêtons de chercher le sexe de l'enfant, mais plutôt l'éducation de l'enfant. Un violeur n'est pas violeur parce qu'il est né avec les gènes de violeur. Il devient violeur parce qu'on ne l'a pas éduqué qu'un garçon doit respecter son semblable. Ne doit pas prendre sans qu'on ne lui donne. Mais parce que généralement, on se cantonne sur la femme, tu dois fermer les cuisses quand tu es assise, tu ne dois pas porter de mini-jupe, tu dois. Alors le garçon se croit tout permis. Et justement, ils s'en sortent avec 1 an, 2 ans de prison. Sur les réseaux sociaux, on voit les violeurs.
2 ans, 3 ans de prison. Voire même pas. Parce qu'on va dire, elle était habillée comment? Quand un inspecteur de police, un commissaire de police, ou encore le cas que j'ai récemment sous la main où une petite fille de 14 ans s'est fait violer pendant 3 mois par le mari de sa tante. Et que son grand-père fasse une réunion familiale où il dit qu'il ne veut pas que sa fille aille en prison. Parce que c'est elle qui arrêtait les cuisses de sa nièce pour que son mari la viole. Est-ce que c'est l'État qui va venir dire que votre nièce a été brisée ou alors ta fille a été brisée? Non. Éduquons nos enfants. L'éducation commence à la maison. Papi, tu tapes, je vais te fouetter. Ghislaine, oui, tu es une femme. Mais ce n'est pas parce que tu es une femme que tu ne vas... je vais te fouetter. Si c'est le fouet qui marche, je vais te fouetter. Si c'est la punition, je vais te punir. Punissons nos enfants dans la maison. L'éducation, qu'à l'école, quand nous voulons... Que dans nos établissements scolaires, lorsque il y a punition, que les élèves sont punis, qu'on ne donne pas les machettes aux élèves garçons et les serre-pieds aux élèves filles. Si on veut les punir, qu'on les mette tous au même niveau pour les punir. Également, nous qui sommes âgés, prenons sur nous de reconnaître que le législateur, surtout camerounais, a mis un cadenas à double verrou. L'article 347 alinéa 1 du Code pénal camerounais, par exemple, qui punit l'homosexualité, brise le droit fondamental ou alors encore la mission régalienne de l'État qui est de veiller sur ses citoyens parce que lorsqu'un enfant est reconnu comme homosexuel, est jeté hors de la maison, l'État reconnaît parce qu'il se dit, d'accord, cet enfant est homosexuel. Il n'a plus droit à l'éducation qui doit être protégée par l'État. Il n'a plus droit à la santé qui doit être protégée par l'État. Qu'est-ce qu'on fabrique? Un futur drogué. Un futur, je ne sais quoi, hors la loi. Et après, on se retrouve dans les prisons. Est-ce qu'en prison, est-ce que ces personnes nous servent en prison? Non. La preuve en est que Shakiro, lors de son procès le 25 avril dernier, a dit... Non, pardon. Sa maman a témoigné en disant... Shakiro, après son bac avec mention, 3 mois à l'université, a dit « Maman, je ne vais plus à l'école ». Et sa maman lui demande « Mais pourquoi mon fils, tu es trop brillant ?» Il dit « Mes camarades se moquent de moi parce qu'ils disent que j'ai l'allure d'une fille. » Voilà un futur président qui a arrêté ses études. Voilà un futur juriste qui a arrêté ses études. Voilà un futur médecin, un futur avocat qui a arrêté ses études. Pourquoi? Parce que ses camarades se sont moqués de lui. Ils se sont moqués de lui pourquoi? Parce que la société ne reconnaît pas l'autre genre en dehors de homme qui doit être viril, femme qui doit être masculine. Je m'arrête là. Merci. Ouais, féminine, merci. Les organes. Homme qui doit être masculin et femme qui doit être féminine. Merci. Merci beaucoup, Peggy. Pas facile de t'arrêter quand tu commences. Hein. Ça montre qu'il y a tellement à dire sur ce sujet. Bon, Marie-Benoît, des solutions, des recommandations en 2 minutes. En fait, je vais juste utiliser une stratégie. Je vais juste partager une stratégie que bon nombre d'associations utilisent pour, dans le cadre de la théorie du changement, à savoir l'information, qui est d'abord la prise de conscience, qui est d'abord voir la réalité en face pour savoir que non, tous les êtres humains sont nés égaux et on a besoin de voir en chaque être humain un agent économique, un agent qui est en même de développer notre société et un agent qui est en même de, pourquoi pas, changer nos vies à tous. Alors, en dehors de l'information, nous avons l'éducation. S'éduquer, comprendre des phénomènes que nous ne comprenons pas, pour pouvoir enfin les transmettre de façon viable. Parce qu'une information qui est mal divulguée crée généralement des troubles et crée généralement de l'incompréhension auprès même de ces personnes-là vers qui nous sommes censés nous tourner. Alors moi je préconise beaucoup plus de redoubler encore et de continuer dans la sensibilisation.
sensibiliser non seulement des acteurs étatiques, sensibiliser les acteurs de médias parce que c'est eux-là qui sont en charge de partager l'information, c'est eux-là qui sont en charge d'éduquer la population. Alors une population éduquée, c'est une population qui a même d'accepter, qui a même de comprendre des phénomènes qui déjà ils ne comprenaient pas. Alors, au-delà de l'information, au-delà de l'éducation, nous avons aussi l'autonomisation, pas seulement économique, mais l'autonomisation intellectuelle aussi, qui permet de pouvoir acquérir la bonne information, qui permet de pouvoir s'éduquer vis-à-vis non seulement du phénomène sur le genre, mais sur le phénomène de non-binarité, sur des phénomènes qui jusqu'à là, notre société ne reconnaît pas parce qu'elle est ignorante en fait. Alors, je ne vais pas parler des plaidoyers parce que déjà, il y a des organisations qui en font, mais c'est aussi une autre stratégie qui peut être importante, qui est importante en fait pour pouvoir toucher ces décideurs, pour pouvoir toucher ceux-là qui sont en même de prendre des décisions par rapport au futur de notre société pour que ces personnes qui jusqu'à aujourd'hui sont méconnues, qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas acceptées, puissent pouvoir être reconnues, que ce soit dans nos sociétés, que ce soit même au niveau de nos emplois, parce que c'est de la matière grise dont nous avons besoin pour développer la société et non de l'apparence physique et non de l'expression de genre de tout un chacun. Alors il est très important aussi pour nous de reconnaître ce fait-là et que notre société aussi puisse voir et réaliser que en chaque Camerounais, en chaque Africain et à chaque individu du monde, il y a un potentiel développeur, il y a un potentiel économiste, il y a un potentiel président. Alors c'est sur ça que je vais m'arrêter. Merci. Wow. Merci une fois de plus à chacune de toutes vos interventions. C'était vraiment, il faut dire que c'était un sujet assez passionnant, assez important pour nous ici et pour toutes ces personnes qui auront l'occasion de regarder, de revoir peut-être cette table ronde en différé, parce que c'est très important de tout ce que nous avons soulevé là. On se dit, c'est pas seulement au Cameroun, on pense à d'autres dans d'autres coins de l'Afrique qui vivent les mêmes réalités. On pense à toutes ces personnes dans le monde qui sont victimes de par la nature que le ciel leur a dotée, qui n'ont pas choisi, parce que comme on le dit toujours, on ne choisit pas à être lesbienne, bisexuelle, transgenre, et toutes ces autres appellations que l'on attribue aux personnes non binaires. Mais ce sont des personnes non à part, mais des personnes à part entière qui ont tout ce que vous avez dit, tout à l'heure de la matière grise, des compétences à revendre et toutes ces facultés intellectuelles, sentimentales et qui ne demandent qu'à vivre, à être acceptées par la société, par la famille et par tout le monde. Alors je vous dis merci pour toutes vos interventions. Merci d'avoir partagé ce que vous connaissez. Continuons à mener le travail que nous faisons déjà dans nos différentes organisations, à prôner pour la tolérance, à prôner pour le bien-être, l'acceptation, mais surtout à sensibiliser, à éduquer. On s'est dit aujourd'hui que beaucoup de réactions viennent de par l'ignorance. Ne baissons pas les bras face à la sensibilisation, car tout le reste vient après, les plaidoyers et autres, mais la sensibilisation, l'éducation aux droits humains, l'éducation sur le genre, l'éducation à la santé sexuelle, à la santé mentale et aux droits sexuels et reproductifs également. J'ai été très honorée d'animer ce débat et je dis comme ça merci à Théo, à MB, à Peggy, à Leslie d'avoir également pris de votre temps de venir partager cette table ronde avec moi. Et merci à l'équipe d'organisation de Copenhague pour la confiance qu'ils ont accordée à ces activistes du Cameroun. Merci.